Bonjour à tous et bon vendredi après-midi. Bienvenue à notre webinaire d'AMS Solutions sur l'ABC de la gouvernance de données dans Power BI. Donc aujourd'hui, on va faire un survol de ce qu'est la gouvernance, de ce qu'est la gouvernance des données et de ce qu'est la gouvernance de données dans Power BI. Donc avec nous aujourd'hui, Stéphane Blais, qui est VP Développement et Accompagnement Microsoft 365 avec nous. Salut Stéphane! Bonjour Marie-Ève, bonjour à tous. Super. Alors, commençons rapidement, allons dans le vif du sujet et débutons tout le monde sur les mêmes bases. Alors, Stéphane, rappelle-nous, qu'est-ce que la gouvernance? En fait, la gouvernance, là où on doit gouverner quelque chose, on met une gouvernance. Donc, par exemple, lorsqu'on gouverne un pays, on a les gouvernements qui vont imposer des règles de gestion afin de contrôler ce qui se passe dans le pays. Il y a plusieurs éléments comme ça qui ont une gouvernance. On pense à nos routes. On a un système de code de conduite. C'est un modèle de gouvernance. Exemple, sur le fleuve Saint-Laurent, les bateaux sont gérés par une certaine gouvernance. Ne conduit pas dans le fleuve qui veut. Donc, lorsqu'on impose une gouvernance sur un système, sur un ensemble d'éléments, on vient définir les règles qui vont régir son utilisation par les utilisateurs de ce système. Donc, grosso modo, c'est la façon qu'on pourrait résumer une gouvernance. Parfait. Puis, quand on parle gouvernance, on a souvent tendance à penser que ça s'adresse aux plus grandes organisations. Est-ce que c'est bien le cas, Stéphane, ou est-ce que les milieux publics, les OBNL, les petites entreprises peuvent se sentir également interpellés par la gouvernance? Tout le monde a une forme de gouvernance, qu'on le veuille ou non. Quand je dis tout le monde, mais toute organisation, toute entreprise. Les organisations sont souvent tenues à des règlements, à des lois. Par exemple, la loi 64, nouvellement votée, fait que toute compagnie est responsable des données qu'elle détient et surtout des données sur des individus. Donc, chaque entreprise se doit d'avoir un minimum de gouvernance. Bien sûr, selon la taille de l'entreprise, la complexité, le secteur d'activité, donc le médical aura une gouvernance probablement plus sévère que peut-être certaines industries du manufacturier. Donc, la gouvernance va varier d'une entreprise à l'autre, mais pour la petite entreprise, il y a quand même un minimum à faire. Sauf que la petite entreprise, souvent, on a des individus qui vont porter plusieurs chapeaux. Donc, ça devient plus simple au niveau de la communication. Là. Nous, avec nous-mêmes, on n'a pas à définir trop de règles, on s'entend bien. Mais au fil du temps, une organisation qui croît, bon, on a plus de joueurs, la communication devient plus importante, clarifier les règles devient plus important. Donc, ça prend de l'ampleur avec l'entreprise. Parfait. Je pense que c'est bien clair. C'est pour tous à différents degrés. Donc, si on regarde, on retourne à nos bases, on s'est parlé de qu'est-ce que la gouvernance. Maintenant, peux-tu nous rappeler, Stéphane, qu'est-ce que c'est Power BI? Oui, Power BI, c'est l'application d'analyse de données que Microsoft a mis en place et qui est disponible dans son écosystème Microsoft 365. Donc, Power BI est né dans le nuage. C'est une plateforme qui est en ligne, bien qu'on a certaines applications périphériques qu'on peut installer soit sur des serveurs, sur des PC. La majeure partie de l'environnement est en ligne et ça nous permet de consulter des données, analyser des données, mettre en forme des données sous forme de tableaux de bord, de rapports et même des fois d'applications. Mais grosso modo, c'est ce que fait notre application Power BI. Parfait. Puis là, quand on parle de Power BI, on peut penser à Excel. On peut penser qu'Excel est un petit peu comme Power BI est un petit peu comme le grand frère d'Excel. Puis on n'a jamais mis de gouvernance en Excel comme tel. Alors, pourquoi mettre tant d'efforts à mettre une gouvernance dans Power BI? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments qu'Excel avait que Power BI a repris, dont entre autres le Power Query. Donc, on voit une continuité en Power BI de ce qu'Excel faisait depuis tant d'années. On peut quand même voir Power BI, oui, comme un grand frère, mais moi, je le considère plus comme un fils. Donc, c'est le petit rejeton d'Excel parce qu'il a hérité d'attributs d'Excel et aussi Power BI, il y a quand même un écart d'âge entre les deux produits aussi qui le justifie, mais Power BI est dans sa phase d'adolescence. Donc, c'est une phase où on évolue très rapidement. Il y a un changement.
on n'est pas tous en maîtrise de l'application. Personne peut, je dirais, proclamer qu'ils maîtrisent Power BI parce que, encore avant Noël, on avait 75 paramètres configurables à un endroit. Puis là, maintenant, on en a 79. Donc, il y a toujours des nouveautés. Donc, on est dans la phase d'adolescence de Power BI. Raison de plus pour l'encadrer, le gouverner. Là. En tout cas, les parents vont savoir de quoi je parle. Mais Power BI va au-delà de ce à quoi Excel servait dans l'entreprise. Excel a été longtemps utilisé pour prendre des données, les mettre en forme de tableau et on avait nos tableaux de bord. Donc ici, on a des tableaux de bord aussi avec Power BI qui permettent de mesurer les objectifs stratégiques d'une entreprise ou d'une organisation. Les données proviennent de différents emplacements, différentes sources de données que vous avez dans votre entreprise, soit des serveurs locaux, soit des serveurs qui sont dans le nuage, dans les sites en ligne, soit que ça vient de données qu'on va appeler open data. Les gouvernements ont beaucoup de données d'open data, donc ouvertes à tous, ou des données qui proviennent de machines. On va parler de plus en plus de l'Internet des objets. Donc, ces données machines, on les a aussi. Donc, toutes ces données vont souvent être collectées par des outils qui vont extraire l'information. Et cette information-là, on va la mettre quelquefois dans un entrepôt de données, quelquefois dans d'autres formes. Et c'est ce qui va nous donner le modèle de données. Donc, ce qu'on est en train de faire, pour faire une longue histoire courte, on prend toutes les données disponibles, contrôlées par votre entreprise ou organisation. On en fait un condensé. Et Power BI permet d'interpréter ce condensé des données-là afin de rencontrer les objectifs stratégiques. La puissance de Power BI va vraiment au-delà. Elle est incommensurable par rapport à ce que Excel nous offrait. Parce que Excel est une application où on veut souvent l'utiliser sur un PC. Power BI, c'est une multitude de serveurs en ligne qui peuvent analyser, contenir énormément de données. Ça devient le cœur, votre or noir, on le dit, là, le numérique est le nouveau or noir. Donc, c'est comme nos sources de données, c'est notre pétrole qu'on extrait, qu'on traite, qu'on raffine. Et là, il y a une valeur. C'est la même chose avec vos données. On doit encadrer l'utilisation de Power BI. On ne peut pas laisser tout le monde libre avec ce pouvoir-là sur l'entreprise. Surtout si la donnée contient de l'information que je dirais sensible sur des individus, donc de confidentialité. Le flux qu'on montre ici, c'est un flux de données. Donc, souvent, c'est ce qu'on aura dans une entreprise qui a commencé à exploiter Power BI. Là, attention pour ne pas confondre flux de données, qui est une option Power BI, de flux de données ici que je regarde d'une façon plus globale, de la source vers le rapport. Encore plus d'importance dans le fait qu'on doit mettre une gouvernance, c'est que bien que ces outils peuvent être différents pour la modélisation, pour l'extraction, Power BI pourrait remplir tous ces rôles. Donc, dans un seul outil, on vient d'avoir beaucoup plus de pouvoir, de puissance. Parfait. Je pense que c'est bien clair. Ça explique bien qu'est-ce que c'est Power BI. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de protection de données, de gouvernance de données. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la protection des données personnelles. Alors, Stéphane, c'est quoi la différence entre la gouvernance Power BI puis la gouvernance des données? Il y a effectivement une distinction. Quand on parle de gouvernance des données, on doit aller gouverner les sources aussi. Partout où il y a une donnée qui appartient à l'entreprise, on doit se donner des règles d'encadrement. Ça, c'est ce qu'on va appeler la gouvernance des données. Donc, ça va vraiment de A à Z. C'est l'entièreté du data, de la donnée qu'on retrouve dans l'entreprise. La gouvernance Power BI, c'est qu'on fait le focus. On va venir regarder que ce qui est contrôlé et contenu dans Power BI. Donc, on vient cibler la gouvernance sur une application, le Power BI en ligne et tout ce qui sont ses périphériques. La gouvernance va venir adresser certaines questions. Donc, par exemple, on a tous, lorsqu'on a une licence Power BI, un espace personnel, mais il y a aussi des espaces d'équipe dans lesquels on peut déposer des rapports, lequel on va utiliser quand et pourquoi. Donc, la gouvernance peut venir encadrer ce genre de questionnement. Même chose pour les partages. On peut partager l'information maintenant avec le nouveau Power BI, la version moderne qui est arrivée au printemps 2021,
nous pouvons partager de la même façon qu'on partage un document vers d'autres membres de l'organisation ou vers l'externe de l'organisation des rapports, des tableaux de bord. Donc, on doit encadrer ce pouvoir-là. On donne plus de pouvoir à l'utilisateur, mais il faut lui donner aussi le cadre d'opération. Et quand on donne des accès, il y a plusieurs options. Membres, collaborateurs, visionnaires. Donc, lequel on va choisir pour nos collègues? Lorsque je détiens le pouvoir sur certains tableaux de bord, comment je fais pour distinguer qui serait bien nommer un nouveau collaborateur ou un membre? C'est quoi la différence? Encore une fois, la gouvernance devrait répondre à ces questions pour ne pas laisser les gens libres. L'administrateur doit aussi choisir entre est-ce que je vais favoriser la gestion par groupe M365 ou groupe de sécurité? C'est deux éléments de gestion dans l'écosystème Microsoft 365. Cependant, il faut choisir idéalement entre les deux et pourquoi j'utiliserais un plus que l'autre. Et ainsi de suite. Qui pourra exporter des données? Qui pourra télécharger des rapports? On doit se poser des questions avant d'être devant le fait accompli. Le fait accompli que mon beau rapport que j'ai investi 16 000 $ à faire développer. Un exemple, qu'un employé l'a téléchargé et est parti avec lorsqu'il a quitté l'entreprise. Ça pourrait arriver parce que si on laisse la possibilité de télécharger un rapport, bien, le risque est là. S'il y a un risque, il y a la possibilité que ça n'arrive. Et encore plus loin, si on pousse un peu plus loin au niveau de la gouvernance, on peut les gérer ou régir les passerelles. Est-ce qu'on laisse la liberté aux gens d'installer leurs propres passerelles? Qui va mettre des étiquettes de confidentialité et pourquoi? Quelles seront ces étiquettes? Il y a énormément de questionnements parce qu'une fois qu'on a accès à toutes ces données, on doit déterminer bien, comment on l'utilise. Et c'est là que la gouvernance vient vraiment aider. Et là, tous ces éléments, ce ne sont que des exemples que j'ai été puisés, mais on en a au-dessus de 79 points d'intérêt qu'on peut contrôler. Donc, il faut vraiment se poser la question avant d'être devant un fait accompli d'une brèche de confidentialité. Super, merci. C'est très détaillé, hein, puis ça nous permet de ne rien oublier puis de penser à tout. Donc, merci beaucoup, Stéphane. Là, c'est bien beau tout ça, mais si on veut mettre en place une gouvernance Power BI, ça ressemble à quoi? Bon, nous, on commence toujours par le qui. On veut contrôler les principaux rôles, les principaux utilisateurs. Donc, le qui fait quoi? On pose toujours les mêmes questions hein, et pourquoi il le fait. Dans nos principaux rôles, on a le rôle d'administrateur Power BI, qui est un rôle intéressant parce que c'est souvent les gens de TI qui vont prendre ce rôle-là. Quelquefois, une organisation pourrait avoir son propre groupe d'intelligence d'affaires, de BI. Donc, à ce moment, ce serait le groupe d'intelligence d'affaires qui le prendrait en charge. Mais souvent, dans les plus petites entreprises, ce chapeau-là se partage avec l'équipe des technologies de l'information. La beauté du pouvoir d'être administrateur Power BI, c'est qu'on peut être administrateur sans avoir de licence, donc sans avoir les rapports. Ça met une petite cloison entre l'administrateur et le propriétaire. Et l'administrateur va davantage gérer qu'est-ce qui est possible de faire. Et la connectivité vers l'intérieur, plutôt vers les sources de données, vers l'intérieur du réseau, vers là où la donnée brute se trouve. Donc, l'administrateur va être en charge des passerelles. L'administrateur va déterminer tous les paramétrages clients, qui veut dire qu'on permet à qui de faire quoi. Donc, toujours les mêmes questions. Qui, quoi, qui, quoi. Donc, ici, le paramétrage nous dit, OK, tel individu, un directeur peut faire telle chose. Tel autre individu, juste une personne qui serait de l'externe pourrait faire telle chose. Donc, l'administrateur Power BI donne le cadre d'opération de tous les types d'utilisateurs, de tous les rôles qu'on va donner au sein de l'organisation. Il va le faire souvent par groupe de sécurité. Donc, j'en ai parlé un petit peu, la gestion, le contrôle des accès internes-externes. Donc, c'est un rôle important qui est le rôle d'admin Power BI. On doit le donner à la bonne personne dans l'entreprise. Stéphane, est-ce que je peux t'interrompre avec une petite question de nos auditeurs? Qu'est-ce qu'une passerelle? Une passerelle permet on connaît bien les VPN, c'est le terme anglais, mais le VPN va permettre de se brancher à un réseau et de passer à travers les pare-feux. Donc, le système de sécurité qui empêche que quelqu'un puisse venir dans notre réseau privé d'entreprise. La passerelle évite d'utiliser un VPN pour accéder à notre source de données. Donc, la passerelle va pouvoir faire le pont entre les données internes et le Power BI qui est online, qui est dans
l'écosystème Microsoft 365. Parfait, merci. De rien. Là, je reviens un peu sur mes planches qui ont fait des ratés. Voilà. Le propriétaire ou les propriétaires est le deuxième rôle principal au niveau de Power BI. Parce que le rôle du propriétaire, on a obligatoirement une licence Power BI Pro Premium. Et le propriétaire est responsable de ce qui se trouve dans son espace de travail. Donc, le propriétaire va pouvoir souvent, ce n'est pas toujours le cas, parce que la granularité des accès peut être beaucoup plus complexe, mais si on le prend habituellement au départ, le propriétaire va pouvoir créer, publier des rapports, connecter les rapports, actualiser les données qui sont la source d'information de ces rapports. Et le propriétaire a le rôle de respecter la confidentialité des données et de toutes les politiques qu'on se sera doté qui va encadrer l'utilisation des espaces de travail Power BI. Donc, c'est un rôle important parce que le propriétaire partage, donne des accès à d'autres. Et ces autres sont souvent des gens internes, ce qu'on va appeler notre audience interne, nos collègues, et notre audience externe, des gens qui vont consulter des rapports qui peuvent être de l'externe. Ça pourrait être des conseils d'administration ou des collaborateurs de d'autres compagnies. Donc, quand on parle des gens d'audience interne, on doit toujours se poser la question, et ça, c'est encore encadré par la gouvernance, a priori, pour pas qu'on arrive à, encore une fois, de faire une erreur, puis là, de faire une rétroaction, puis de corriger les pots cassés. Il est mieux avoir le moins de pots cassés possible. Donc, on se pose la question, qui peut visualiser les rapports dans l'entreprise? Peut-être qu'on veut limiter l'accès à la visualisation de rapports. Qui peut télécharger les rapports? Qui peut exporter les données? Donc, un rapport contient des données, mais je pourrais ne pas prendre le rapport, mais partir avec les données. Ce serait un fait. Et qui peut partager les rapports? Donc, j'ai le droit de les voir, mais est-ce que j'ai le droit de les partager? Donc, bien que je sois un membre interne à l'entreprise, il serait possible que l'entreprise décide que selon la hiérarchie, on n'a pas tous les mêmes droits. Selon nos rôles, on n'a pas tous les mêmes accès. J'ai une autre question du public pour toi, Stéphane, tandis qu'on est dans l'audience interne. On nous demande, est-ce qu'on peut partager le tableau de bord en lecture à quelqu'un de l'interne qui n'a pas de licence Power BI, sans que le rapport soit accessible là, par un URL à n'importe qui? On peut, c'est une question un peu piège, là, parce que oui, l'option de partage est possible, mais la personne ne verra pas le rapport. Le rapport va être invisible. Donc, c'est obligatoire d'avoir une licence Power BI pour visualiser un rapport. Il y a une exception à ça. Donc, à l'interne. À l'interne, que si je n'ai pas de licence, je ne peux pas voir un rapport, même si je clique le bouton intégrer dans Teams, même si je mets un web part de visualisation dans SharePoint, la personne qui a la licence, tout va bien fonctionner. La personne qui n'a pas la licence, elle ne verra rien. Cependant, il y a, je dirais, une exception, et là, on se retourne vers l'audience externe. Parce que dans l'audience externe, une question qu'on se pose, c'est qui peut publier sur le web? La publication sur le web est une façon de publier des rapports et de les rendre disponibles à tous sans aucune licence. Donc, c'est une option qui est possible. Mais on ne la recommande pas parce que là, c'est vraiment à tous. Ce qui veut dire tout le monde qui est capable de faire une recherche sur le web ou n'importe qui tomberait sur le URL ou l'adresse de ce rapport-là. Et même lorsqu'on active la publication sur le web, Microsoft met un petit message élégant qui dit ben, tout ce que vous publiez vers ce canal peut nous appartenir. Si on trouve ça intéressant, on pourrait l'utiliser à des fins marketing. Donc, on vous lance un peu la vie là, à utiliser avec modération. Pour certaines applications, c'est possible. Et si vous le faites, encadrez-le. Et encore une fois, si on se pose la question qui peut le faire, on peut nommer seulement qu'une ou deux personnes dans l'entreprise qui auraient cette permission, ce droit. Parfait. Est-ce que en nommant ces rôles-là, est-ce que l'administrateur peut être propriétaire? Le propriétaire peut-il être admin? Est-ce qu'une même personne peut occuper plusieurs rôles?
Tout à fait. On revient au concept de la petite entreprise où on porte plusieurs casquettes. Oui, je pourrais avoir tous ces rôles. C'est sûr que je ne peux pas avoir le rôle externe-interne, à moins que j'ai mon adresse Google, par exemple. Je pourrais être un externe et un interne. Mais oui, tous les rôles peuvent être combinés en une seule ressource au besoin. Mais plus, encore une fois, l'entreprise grandit, plus on veut partager ces rôles pour plusieurs raisons, pour des raisons de sécurité, pour des raisons qu'on ne veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, pour des raisons de diluer la connaissance, s'assurer qu'il y ait plus de gens possibles qui touchent à l'interface. Parfait. Puis là, maintenant qu'on a déterminé les principaux rôles, c'est quoi les prochaines étapes? La prochaine étape, donc, ce sera de regarder les politiques d'utilisation. Et tout ça constitue ce qu'on va appeler la gouvernance. La première politique, c'est la politique d'accès. C'est ce qu'on vient de regarder dans les grandes lignes, parce que l'accès, c'est le qui. Donc, qui a accès à quoi? Donc, on l'a pas mal explosé dans la page précédente. La deuxième politique, ou les groupes de politiques, quelquefois on aura plusieurs politiques, c'est celle de la création. Quand on parle de création, c'est davantage de regarder le cycle de vie de tous les grands éléments qui constituent Power BI ou l'écosystème ou l'environnement plutôt, Power BI. Donc, dans le cycle de vie, on peut avoir le cycle de vie de la création d'un utilisateur. Donc, je crée un utilisateur, OK, il y a une demande qui doit s'effectuer quelque part, il y a quelqu'un qui doit approuver. J'assume que dans une entreprise, ce n'est pas tout le monde qui peut lever la main et dire « Je veux Power BI ». Puis là, on lui donne. Non, il y a un coût de licence associé à ça. Il y a des responsabilités d'associer à ça. Donc, il doit avoir une approbation. Est-ce que cet individu a bien le droit d'avoir une licence? Et si oui, ben, à quoi il aura accès? À quel espace de travail? Donc, on va gérer, la création des utilisateurs. La création des espaces de travail doit aussi être contrôlée. On ne laissera pas tout le monde créer ses propres espaces de travail. Parce qu'encore une fois, un peu dans le parallèle, on peut le faire avec des sites SharePoint ou des espaces des équipes Teams. On va multiplier parce que chacun va penser qu'il crée un espace de travail qui est légitime, mais on va peut-être se ramasser avec 6 espaces de travail qui ont la même vocation. Ce n'est pas efficace. Donc, le contrôle des espaces de travail permet de deux choses, garder l'ordre et de s'assurer que quand on va vouloir faire un audit pour valider la conformité, bon, au lieu d'auditer 6 espaces, bon, on en aura juste un audité. Donc, on s'aide en contrôlant les espaces de travail et leur cycle de vie. Le cycle de vie étant la naissance, pourquoi je créerai un nouvel espace, et sa disposition. Si j'ai à fermer un espace de travail, qu'est-ce que je fais avec les rapports qui sont à l'intérieur? Comment est-ce que je dois faire des backups? Donc, le cycle de vie va de la création à la disposition. Même chose pour les rapports. Qui peut créer un rapport et comment on se débarrasse d'un rapport, comment on le retire. Peut-être qu'une entreprise peut se doter d'une zone tampon. Un rapport est mis au rencard pendant une période de 6 mois et après on le supprime. Pas toujours les supprimer à l'instant. Donc, les cycles de vie, c'est ce qu'on va voir dans la politique de création. Les politiques d'utilisation, on va surtout parler ici de notre politique de partage qu'on voyait tout à l'heure. À qui on peut partager, pourquoi, qui a les droits de partager. Et dans cette politique-là, on va revoir aussi les politiques de confidentialité. Donc, oui, certaines personnes peuvent voir de l'information et d'autres verront d'autres informations. Donc, on doit le déterminer. Et finalement, on a la conformité. Souvent, on doit se conformer. On l'a dit plus tôt, la loi 64. Donc, on veut s'assurer que notre politique est conforme. Donc, la politique de conformité va venir nous imposer des règles pour respecter les cadres d'opération qu'on s'est donnés, soit une loi, soit même une certification, une accréditation. On parle peut-être de ISO 27001. On pourrait nécessiter une certaine conformité pour être en règle. Donc, c'est ici qu'on va réfléchir aux politiques qui vont nous assurer d'être en règle. Parfait, super. Merci beaucoup, Stéphane. Je comprends toutes les politiques à mettre en place, mais concrètement, comment on fait en sorte qu'on respecte ces politiques-là, puis que les grands principes ne finissent pas sur une tablette, puis que dans un an, on se dit « Oups, on avait mis des principes en place ».
Ouais, ça semble gros au départ, mais on commence toujours petit et on construit tranquillement. Et lorsqu'on a un modèle sur lequel la compagnie s'entend, et là, on va commencer à mettre en place des audits. Et c'est comme n'importe quel système qu'on veut maintenir. C'est bon d'avoir un responsable ou des responsables qui doivent maintenir l'ordre et des gens qui vont venir auditer pour poser les questions. Mais est-ce qu'on fait vraiment un bon travail? Est-ce qu'on a fait notre travail de respecter la conformité? Est-ce qu'on a fait notre travail de s'assurer que les partages correspondent bien à ce qu'on s'est dit au départ? Donc, deux éléments, le responsable et l'audit. Mais ça se fait graduellement. On n'a pas de. Il ne faut pas le voir trop gros. Au départ, on n'a pas vraiment de politique. On se pose quelques questions. Nous, de notre côté, on a un gabarit là, qui énumère les 79 options. Puis à côté, on vient dire oui, non, oui, non, oui, non. Puis ça devient notre base de départ. Mais avec l'évolution, des fois, on va décocher une case, puis on va l'amener vers le oui, parce qu'il y a un nouveau besoin qui s'est créé. Donc, il faut commencer dans l'entreprise avec les besoins immédiats. Et par défaut, Microsoft est très ouvert dans ses applications. Il faut essayer de le cadrer. Et tranquillement, on ouvre avec le temps. Ça va nous aider à garder le contrôle sur cet environnement qui est quand même assez vaste. Parfait. Passons aux questions du public. On a quelques questions pour toi, Stéphane. Donc, on vient de parler d'audit de conformité. Quelle serait la fréquence? Qui fait l'audit de conformité? Dans quel contexte? Je pense que si tu peux parler un petit peu plus de l'opérationnalisation, ça répondra à la question de notre auditeur. Oui. Habituellement, dans tout type d'audit, on va y aller une fois par année pour l'interne. Si on veut impliquer quelqu'un de l'externe, on va le faire peut-être aux 2 ans, aux 3 ans. Un peu le même modèle similaire que des audits ISO. Parce que c'est la norme, c'est ce qu'on voit avec le temps comme étant ce qui est le plus viable. Quand on parle d'opérationnalisation, c'est facile de se dire, ben nous, on s'auto-gère pendant un cycle d'1 an et après ça, on implique quelqu'un d'externe au besoin si on veut venir pour ne pas tomber dans une lassitude là, ou les pièges où on néglige des choses. Ça nous permet de revenir un peu plus cadré dans nos règles ou conformités qu'on s'est données. Parfait. Tu parlais justement de la norme ISO. Si on est détenteur d'une norme ISO 27001 ou toute autre norme ISO, est-ce qu'on a tout de même besoin de se mettre un cadre de gouvernance Power BI? Il faut l'inclure. Il y a probablement plusieurs façons. On ne l'a pas, pour être honnête, on ne l'a pas réfléchi de notre côté, mais on va le faire prochainement, donc on va l'intégrer. Mais moi, je le verrais très bien comme étant intégré. C'est difficile pour une entreprise d'avoir toutes les normes, puis là, ça devient lourd à gérer, puis on a l'impression qu'on est toujours dans des cycles d'audition. Je juge que ce serait intelligent et efficace de fusionner les normes. Donc, prenons la norme la plus large possible. Si c'est, par exemple, 27001 pour un cas, je dirais, un exemple d'entreprise. Si on dit que la norme 27001 est beaucoup plus large que la norme de gestion Power BI, mais utilisons la norme 27001 pour intégrer Power BI à l'intérieur. Donc, une vient confirmer l'autre. Ça serait la façon intelligente de le faire. Parfait. On me demande également combien de temps prend la mise en place d'une gouvernance Power BI typiquement là? C'est pas très long, la mise en place d'une gouvernance. OK, c'est une question piège. C'est une question piège parce que si on débute dans Power BI, présentement, nous, notre recette, c'est qu'on débute avec la gouvernance. On explique aux clients tous les faits et tous les pièges, et là, on prend une décision, on le documente, et voilà, on part avec une gouvernance. Mais ça, c'est la façon facile, parce qu'on part sur une page blanche. Si on veut venir mettre une gouvernance là où on a laissé explorer les gens dans Power BI pendant 1 an, 2 ans, c'est là le piège. Là. Ça ne prendra pas 1 mois. L'autre méthode, je dirais qu'en 1 mois, on s'en sort même 2 semaines si on met vraiment les efforts. Mais si on a de l'existant en place, on a des utilisateurs en place, on a des rapports qui roulent, c'est plus complexe. On va parler probablement de plus un 6 mois parce qu'on a peut-être un ménage à faire. Il ne faut pas couper des accès à des utilisateurs existants. Donc, il y a plus de choses à considérer. Donc, plus on augmente en complexité, plus le temps de mettre en place la gouvernance sera long.
Parfait. Autre petite question pour toi, Stéphane. Pouvez-vous définir ce qu'est une étiquette de confidentialité dans Power BI, nous demande Frédéric. L'étiquette de confidentialité, on peut le permettre ou pas. C'est une des options qu'on peut laisser libre ou pas. Mais lorsqu'on va créer, ou un propriétaire va créer des rapports, il peut mettre une étiquette de confidentialité qui aurait été définie au préalable. Et là, supposons qu'on dit, bon, cette étiquette-là, c'est niveau propriétaire, niveau directeur. Et là, ce sera juste les gens qui ont le niveau directeur qui vont pouvoir voir soit les rapports ou la donnée associée à l'étiquette. Parfait. C'est un peu comme les groupes de sécurité dont tu parlais plus tôt, ou c'est différent? C'est différent. C'est un peu comme les étiquettes de rétention dans SharePoint. Là, on tombe dans vraiment du avancé. Ces groupes de sécurité, c'est géré par l'équipe TI, c'est donner des accès globaux. Le propriétaire fait des partages. Et là, si on veut contrôler encore plus creux, on se met des étiquettes. Et là, l'étiquette vient protéger un propriétaire un peu contre lui-même. Parce que quand il met une étiquette, il n'y a pas à penser, est-ce que telle personne va voir? Est-ce que telle autre? Non, l'étiquette devrait s'en occuper. Super. Les questions rentrent, Stéphane. Je pense que les gens sont très intéressés. Bonne question pour toi. Est-ce qu'il y a un impact sur une gouvernance Microsoft 365 quand on instaure une gouvernance Power BI? Ça s'intègre bien. Moi, gouvernance M365, c'est l'ensemble de l'écosystème. Encore une fois, même logique que le 27001, on va venir intégrer Power BI dans la gouvernance qui est la plus grande, les plus grands ensembles. L'impact, c'est possible qu'on doit redéfinir des groupes de sécurité. C'est possible qu'on doit aussi se redéfinir des espaces de travail parce que probablement que ça n'a pas été pensé au départ. Mais l'impact est minime. Ce n'est pas un gros impact parce que les deux environnements sont assez dissociés, surtout avec la nouvelle version de Power BI, où là, on a détaché le Power BI ou l'espace de travail Power BI des groupes M365. La notion de groupe est toujours présente, mais ce n'est pas aussi intégré qu'avant. Donc, on vient de détacher Power BI de M365, ce qui fait que c'est plus simple de gérer juste Power BI ou de l'intégrer par la suite. Parfait. Dernière petite question pour toi, Stéphane. Qui dans l'entreprise est responsable de la gouvernance Power BI? Est-ce que c'est les TI? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est l'administration? Quand on parle de gouvernance, c'est toujours la haute direction. C'est toujours le président ou la plus haute instance de l'entreprise qui est responsable des données et ce qu'on en fait avec. C'est ce que la loi 64 vient dire, à un certain niveau, mais c'est là qu'on doit dissocier maintenant technologie et information. On a toujours vu technologie et de l'information comme étant ensemble, mais la technologie, c'est Power BI. C'est un outil qui pourrait être n'importe quoi, mais on a choisi Power BI, supposons. Donc, ça, c'est la technologie. Les TI sont responsables de cette technologie-là. L'information, les données qu'on va voir à travers le Power BI, qui transigent via Power BI, c'est sous la responsabilité du dirigeant de l'entreprise, parce que c'est son or noir. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que les TI vont faire le travail, vont soumettre le document de gouvernance, vont l'expliquer aux dirigeants qui vont dire oui, non, endosse. Donc, l'important, c'est d'avoir l'endossement, pas obligé d'avoir un détail pour les dirigeants. Et les TI vont appliquer. Et si là, après, on va tomber dans la gestion du changement. S'il y a des demandes qui viennent qui vont à l'encontre de la gouvernance, il faut revenir au propriétaire qui est le haut dirigeant ou le président. Parfait. Ça fait le tour de nos questions pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. On a senti un bel engouement, beaucoup de questions de votre part aujourd'hui. Un gros taux de participation aussi. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit dans 2 semaines pour ceux qui seront présents. Donc, le 11 février prochain, on est en train de vous préparer un webinaire concernant Microsoft, les licences de Microsoft. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, peut-être qu'il y a une hausse de prix qui s'en vient du côté de Microsoft. On est en train d'articuler ceci, de comprendre comment ça s'applique au quotidien. Et on va aussi vous parler des différents types de licences pour que vous puissiez valider, avez-vous le bon type de licence pour votre entreprise. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Merci Stéphane de ta générosité encore. On aime beaucoup de voir dans nos webinaires. Merci de ton temps. Et on vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci. Au revoir.